La vidéo que je t'apprête à regarder est une masterclass en live qui a été faite dans le cadre de notre club pour freelance. Dans la vidéo, tu vas voir un avocat fiscaliste dérouler le guide fiscal du freelance en France. Il partage notamment les 4 leviers pour optimiser ta micro-entreprise sans passer en société, de quand et de comment choisir la bonne structure si tu veux scaler, de comment fonctionne une holding et ça vaut vraiment le coup, et de plein d'autres choses. Bref, c'est une vraie bombe de valeur. Si tu ne veux pas rater les prochaines masterclass parce qu'on ne les publie pas toutes publiquement, je t'invite à rejoindre notre club pour freelance, c'est gratuit, je te mets le lien dans la description. Sur ce, bon visionnage. Alors, bonjour à tous, donc, toujours Julien. Écoutez, donc, je suis avocat fiscaliste, avocat d'affaires également. Donc, je travaille principalement sur des problématiques de structuration juridique et fiscale des entreprises, à la fois sur des entreprises de très grande taille comme le CAC 40, et également sur des structures beaucoup plus petites, type TPE, PME, et également passage de freelance enfin de micro, et finalement à société. L'intérêt de ce guide, je pense que c'est bien entendu de guider tout le monde bien, dans la bonne transition, puisque la difficulté lorsqu'on grandit dans son activité, c'est de réussir à accompagner cette croissance via une structuration juridique qui soit viable, qui soit également en cohérence avec l'objectif, et surtout qui permette d'abaisser au maximum la fiscalisation d'attractivité. Alors ça passe par plusieurs leviers. On verra. Donc déjà, il y a un sujet qui est majeur qui ne dépend même pas de la structuration, c'est la TVA. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement penser la TVA lorsqu'on est en freelance, ça on en parlera, puisque c'est un élément, un paramètre qui est extrêmement important et qui peut surtout coûter très cher en cas d'erreur. Ensuite, on a le choix réel à faire entre micro, SASU et également, ou URL, et également partage salarial, puisque là-dessus, on a des solutions qui sont diverses et variées et qui ont chacune leur objectif. La micro, un objectif, le partage aussi, et la SASU URL aussi. Donc, chaque statut, URL SASU, c'est société. Partage salarial, c'est totalement différent. Et la micro, c'est un statut très simple. Et ensuite, on a les autres sujets qui consistent plus, pour le coup, en une optimisation vraiment de la micro, puisqu'on peut aussi optimiser une micro-entreprise, même si peu de gens le savent, c'est possible. Il y a des leviers qui sont assez connus et surtout très efficaces en France. Alors, je vais vous présenter un petit peu le programme de cette intervention. On a donc en première étape la TVA, donc mécanisme méconnu, c'est-à-dire que la TVA, tout le monde connaît sur le principe, tout le monde la paie chaque jour, mais des fois, on ne sait pas comment l'appréhender. Et puis, ça peut coûter très cher, comme je l'ai dit, en cas de redressement. Ensuite, l'optimisation fiscale qu'on peut mettre en place dans une micro-entreprise, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de leviers, on le verra. Ensuite, la bonne façon de quitter la micro-entreprise, qui est liée au choix, au portage, création, on peut soit c'est savoir vers où on veut tendre et de quoi très bien évidemment le sujet. Alors je vois que ça bug un petit peu. Ah mince. Voilà. Ma connexion. Alors excusez-moi, j'ai un problème de Wi-Fi, j'essaie de modifier mon Wi-Fi. Est-ce que vous m'entendez ou pas là? Je vous laisse me dire. J'ai changé de Wi-Fi, donc je vous laisse me dire si vous m'entendez, comme ça après je continue sur le sujet. Parfait. Bon, écoutez, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc, je reprends sur le sommaire. Donc, vous avez compris, TVA et ensuite, globalement, la transition entre micro et société et enfin, éviter les grandes erreurs. Déjà, donc, la TVA. La TVA, vous devez connaître, j'imagine. Vous devez évidemment, et je vous le souhaite en tout cas, la payer, puisque quand on la paye, en général, c'est bon signe, c'est qu'on fait du chiffre d'affaires. Donc, la TVA, c'est un mécanisme qui est assez méconnu parce que des fois, les personnes n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. La TVA, c'est un impôt finalement qui est prélevé sur les consommateurs, donc c'est vos clients, en l'occurrence, si vous avez des clients particuliers. Et donc, c'est un impôt qui, en revanche, devient neutre si vous travaillez avec des professionnels. Donc, pour les freelances qui travaillent avec des professionnels, ne vous
posez pas la question de collecter ou non la TVA, donc de vous assujettir à la TVA, et donc de sortir du régime de franchise en base qu'on verra juste après, et justement passer au réel, puisque vous verrez, lorsque vous collectez la TVA, vous pouvez aussi la déduire. Donc, sur tous vos achats, tous vos types d'investissements, etc., vous pouvez déduire la TVA, ce qui représente quand même un avantage assez intéressant, puisqu'on a 20% en gros de réduction sur les achats. Sachant qu'encore une fois, quand vous collectez auprès de vos clients professionnels, eux-mêmes la déduisent, donc ça ne leur coûte rien. En revanche, pour l'indépendant qui, lui, facture que des particuliers, là, ça pose un vrai souci puisqu'on rajoute 20% finalement au coût de votre prestation. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que, encore une fois, ça peut modeler de façon très importante votre modèle économique et surtout, finalement, le coût de vos prestations. Ensuite, s'agissant donc du régime de franchise en base, il est assujetti à un certain nombre de réglementations et de contraintes, notamment des contraintes de seuil qui ont été modifiées en mars 25, mais qui ont été alors reportées, les modifications. Vous avez certainement dû voir la question du 25 000 € d'abaissement au seuil, donc le seuil de franchise en base qui aurait été abaissé à 25 000 €. C'est un seuil qui finalement a été repoussé. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. Moi, je travaille beaucoup avec justement les assemblées parlementaires pour savoir un petit peu où on en est et est-ce que dans les projets de loi de finances, c'est acquis ou non. Alors oui, c'est dans le projet de loi de finances, mais ça n'a pas encore été voté. Donc, on ne sait pas si ça va être abaissé à 25 000 ou pas pour l'instant, puisque, encore une fois, ils attendaient le vote de cette loi de finances. Donc, pour l'instant, on reste sur les seuils qui ont été publiés en début 25, que je vais vous présenter juste après, et ensuite également un certain nombre d'obligations déclaratives, puisque si vous ne respectez pas ces obligations, le régime de franchise en base ne fonctionne plus. Donc typiquement, régime de franchise en base, voilà les seuils. Si vous êtes en prestation de service, vous avez donc, et c'est la plupart des indépendants, un seuil maximum de 37 500 € par an, sachant que l'année N, ça veut dire qu'on calcule toujours le régime de franchise en base par rapport à N-1 et N. Et donc, sur N-1, si vous n'avez pas dépassé 37 500 €, vous pouvez appliquer le seuil majoré sur l'année N, donc admettons 2025, qui est de 41 250 €. En revanche, dès lors que vous passez ce seuil-là de 41 250 € par an, donc ça veut dire, admettons, vous le passez en juillet 2025, vous l'avez passé là, au premier jour du dépassement du seuil, là, vous devenez assujetti pleinement à la TVA et vous devez collecter la TVA. Et c'est là que c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que si jamais vous ne collectez pas la TVA, vous êtes quand même redevable de la TVA. Donc ça veut dire que si vos clients ne vous ont pas versé ces 20% de TVA, vous allez les prendre sur votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est extrêmement important de faire très, très attention à bien piloter la détection du seuil de dépassement du franchise en base sur l'année N. Donc l'année où on a le seuil majoré à 41 250 € pour la prestation de service et 93 500 € pour les ventes. Sinon, on peut avoir un contrôle fiscal, enfin un redressement fiscal en l'occurrence, qui peut faire très, très mal parce que 20% de votre CA, c'est colossal. Vous pourrez évidemment avoir après, quand on appelle ça la cascade, quand il y a un contrôle et qu'on vous redresse, on va imputer ce que vous devez payer sur ce que vous avez payé avant, notamment pour l'IR, etc. Donc, on va vous réduire un petit peu votre imposition à l'année, mais in fine, vous allez payer 20% de plus, ce qui est colossal. Ensuite, pensez bien, et ça c'est extrêmement important là encore, de bien mentionner sur vos factures, et ça je pense que je ne vous apprends rien, la mention TVA non applicable, article 293B du CGI. Sinon, vous avez d'une part des factures qui ne sont pas justes, donc ça veut dire que tout simplement les mentions obligatoires sont absentes et vous avez 15 €. Oui, c'est ça, c'est 15 €, excusez-moi, j'ai lu en même temps un commentaire, ça m'a déstabilisé. Vous avez 15 € d'amende par facture qui sont erronées, donc ça peut vite monter et faire assez cher. Et surtout, vous avez la possibilité d'avoir la TVA qui puisse être collectée, puisque ça veut dire que comme vous n'avez pas mentionné cette mention obligatoire, article 293B du CGI, on va considérer, l'administration fiscale va considérer que vous deviez collecter la TVA et la reverser. Donc en fait, c'est comme si vous aviez dû collecter la TVA et que vous ne l'avez pas versée. Donc attention à ces mentions obligatoires, ça peut faire encore une fois très mal. Vous voyez, c'est des choses qui sont en général assez simples parce que ce n'est pas compliqué. Les seuils, les mentions légales, les mentions obligatoires, bon. Mais la conséquence en matière de TVA peut être extrêmement grave. Et aussi, notez une chose, dès lors que vous passez ensuite au régime réel et que vous dépassez donc la franchise en base et donc que vous déclarez votre TVA, sachez que la TVA, c'est l'impôt le plus contrôlé de tous. Alors, on appelle ça un impôt parce que c'est normalement une taxe dans l'absolu, sauf que comme il est proportionnel, souvent, par abus de langage, on l'appelle un impôt et c'est celui qui rapporte le plus à l'État. Il faut quand même le savoir, c'est celui vraiment la recette fiscale la plus importante de l'État, c'est la TVA. Et également, c'est une taxe qui se déclare mensuellement normalement, ou trimestriellement, ou semestriellement si vous êtes au régime réel simplifié lorsque vous dépassez le régime de franchise en base. Et là-dessus, ça permet à l'État de contrôler
regarder absolument tout et de contrôler votre chiffre d'affaires, votre revenu déclaré, etc. Et donc, ça peut être une source de contrôle majeure. Donc, attention à la TVA, vraiment, c'est peut-être le seul impôt avec lequel il ne faut vraiment pas chercher à jouer. Alors, ne jouez jamais avec les impôts, bien sûr, mais je ne vous le conseille pas, évidemment. Maintenant, on peut toujours optimiser de façon tout à fait légale. Mais sur la TVA, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Vous êtes un collecteur, vous collectez pour l'État de l'impôt. Donc, si vous ne versez pas l'impôt, ça fait très mal. On a vu la fraude carrousel, fraude à la TVA, que vous connaissez certainement. Alors, ensuite, passons un petit peu sur les choses un peu plus intéressantes et un peu plus applicables dès maintenant. Et c'est les conséquences donc, du passage à la TVA quand vous allez dépasser les régimes de franchise en base. Bon, alors comme je vous l'ai dit, vous augmentez votre prix finalement de 20% pour votre client, puisqu'on a un prix TTC avec 20% d'intégrer. Vous allez, excusez-moi, perdre en compétitivité par rapport à ceux qui sont bien, eux, sous le régime de la franchise en base, puisque eux, ils ont 20% de moins. Mais encore une fois, ça, c'est que pour les clients B2C, donc les clients particuliers. Si vous avez des professionnels, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la partie administrative, vous devez faire donc des déclarations mensuelles ou trimestrielles ou semestrielles. Semestrielles, c'est lorsqu'on est au régime réel simplifié. C'est un acompte en juillet, un acompte en décembre et le solde en mai de l'année N+1. Ensuite, vous devez évidemment collecter et reverser la TVA. Donc, quand on est au régime réel simplifié comme ça, on fait les acomptes, mais on pense bien à garder les 20% de TVA dans ses comptes. Parce que si on ne verse pas la TVA en juillet, en décembre et en mai, eh bien là, ça peut poser encore une fois problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus de ça, aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle la facturation électronique qui va arriver, 2026, fin 27 et après 28 pour pouvoir vraiment émettre les factures, etc. Et donc là encore, attention à ce que vous faites et à comment vous déclarez vos factures, puisque si vous ne passez pas par ces outils-là, vous pouvez être finalement dans l'illégalité. Donc ça, attention. Et ensuite, par contre, sur le plan des avantages, et c'est là moi où je trouve que c'est très intéressant, surtout quand on bosse avec des pros, c'est de pouvoir déduire tous ces achats professionnels. Et alors évidemment, il y a des règles de déduction, notamment les véhicules, etc. On est plafonné. Pour les nuits d'hôtel, c'est pareil. Mais on a la possibilité de déduire majoritairement quand même la TVA qu'on paye et donc d'avoir 20% de marge en plus, enfin de réduction si on veut plutôt, sur les achats qu'on fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, ce passage à la TVA, il est de toute façon corollaire au passage en société. Pourquoi ? Parce que dès qu'on est en société, on n'applique plus le régime de franchise en base et donc savoir piloter la TVA avant de passer en société et avant de scaler, eh bien, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement alors attendez, j'ai oublié mon mot, oui, justement, piloter ensuite mieux la TVA une fois qu'on est en société. Ensuite, par rapport à la question qui vient d'être posée par Oran, on ne peut pas déduire en micro, alors on ne peut pas déduire effectivement les charges, donc les charges, par exemple, vous achetez, je ne sais pas, une tasse, vous ne pouvez pas la déduire. Par contre, vous pouvez déduire la TVA, puisque la TVA, on rappelle, quand on est assujetti à la TVA et donc on paye de la TVA, on a toujours pareil, la TVA collectée, donc on collecte 20% sur nos prestations, et ensuite on reverse cette TVA collectée à l'État. Sauf que tout ce qu'on a acheté nous-mêmes, on va déduire la TVA qu'on a payé dessus, et donc on va verser que la différence entre d'un côté ce qu'on a collecté et de l'autre ce qu'on a payé. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on déduit la TVA. Évidemment, on ne la déduit pas de l'IR, ça bien sûr, jamais, c'est deux choses différentes. Par contre, on déduit, et ça c'est important, de la TVA qu'on va reverser à l'État. Donc ça veut dire que finalement, on a 20% toujours qui sont gratuits, puisqu'on a collecté 20%, on ne redonne pas 20%, qu'on a imputé directement sur le prix des prestations qu'on a achetées. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin. Donc là, je vous propose que d'ici 5 minutes, dès que j'ai fini la TVA, on puisse directement répondre à vos questions sur la partie TVA. Donc, voici la fin de la partie TVA. Donc, on va pouvoir évidemment répondre à vos questions. Je vais de suite dans l'onglet questions-réponses pour répondre aux éventuelles questions. Alors, question d'Albin qui nous dit « Est-ce que l'administration fiscale proratise le seuil de TVA si l'activité débutait en cours d'année ?» Tout à fait. Tout à fait, effectivement, le seuil de TVA est proratisé sur la durée d'activité de l'année. Ça veut dire que si vous avez commencé en juillet, on va appliquer, en gros, on va faire le montant du seuil de TVA multiplié par simplement la durée restante. Donc là, c'est 0,5, puisque finalement, on a 6 mois de l'année qui n'ont pas été, début juillet, 6 mois de l'année qui n'ont pas été réalisés. Donc, on va proratiser effectivement le seuil de TVA sur l'année, sur les années en cours. Et ça, c'est pareil en société, quand vous faites l'amortissement, etc. C'est toujours pareil, toujours tout est proratisé, hormis bien sûr les taxes locales type CFE, où là, par contre, il n'y a pas de proratisation. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Alors, question d'Audrey. Si on est en micro et qu'on cumule prestat de service et formation, immatriculation OF et exonération de TVA, est-ce qu'on devient assujetti à la TVA dès que le CA, toute activité confondue, atteint le seuil, ou est-ce uniquement une fois que le CA de la prestat de service atteint ce seuil, sans prendre en compte le CA formation? Alors oui, je comprends l'idée. L'idée, ça veut dire que vous avez une double activité. Vous êtes en micro, vous avez d'un côté une activité prestat de service qui est sujetti à TVA, et vous avez de l'autre côté une activité qui est organisme de formation, qui effectivement est exonérée de TVA en article 257. Hein, ça, effectivement, il n'y a pas de problème. Alors, là-dessus, la question, elle est compliquée parce que normalement, le seuil de TVA, on l'apprécie globalement. Ça veut dire que comme une entité micro-entreprise, c'est une seule et même entité, on peut à la rigueur faire une distinguo établissement par établissement. Néanmoins, là, moi, ce que je vous conseillerais en toute honnêteté, c'est plutôt de faire en fait une création de société. D'un côté, pour avoir votre organisme de formation, et de l'autre, avoir une activité vraiment de prestat de service. Parce qu'arriver à faire le distinguo sur le régime de franchise en base, c'est très compliqué. Encore une fois, il faut arriver à bien séparer les deux activités dans les comptes, dans la comptabilité. Et également, il faut surtout démontrer à l'administration qu'on a bien des activités qui sont très distinguées. Et donc là, comme je vous le disais, c'est par le principe de l'établissement qu'on peut le faire. Mais même comme ça, en général, c'est assez compliqué. Donc le mieux, c'est de structurer l'activité dès lors qu'on puisse vraiment faire une séparation stricte entre d'un côté la formation, de l'autre la prestation de service, et ne pas avoir de sujet. Parce que la question, dans l'absolu, c'est oui. On devrait pouvoir. Néanmoins, encore une fois, c'est la question de la preuve, donc c'est la pratique qui fait que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre d'arriver à faire cette séparation-là entre TVA collectée, qui n'est du coup pas collectée dans la partie organisme de formation, et celle qui est collectée dans la partie prestat de service. Ensuite, sur micro, on n'a pas encore de TVA. Est-ce qu'on paie quelque chose avec la TVA et on ne peut pas le déduire à la fin? Non. Vous pouvez déduire, admettons, si aujourd'hui vous êtes exo de TVA parce que vous êtes en franchise en base, ce que vous achetez aujourd'hui, c'est soumis au régime franchise en base, donc vous ne pourrez pas le déduire demain si vous passez au régime réel ou au régime simplifié, peu importe, donc assujetti TVA. Ça, vous ne pourrez pas, puisqu'en fait, c'est une question de temps, hein, tout simplement. Tout le temps où vous êtes en franchise en base, vous ne déduisez rien, exactement comme le régime micro, en fait. Hein. Au régime micro, vous ne pouvez pas déduire de charge, puisqu'en fait, c'est le forfait micro qui vient compenser. Je fais une petite parenthèse très rapide sur ça, parce que c'est important. Le régime micro, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle, d'accord, sur laquelle vous allez appliquer le régime micro-fiscal et micro-social. Micro-fiscal, micro-social, donc ça veut dire qu'en fiscal, vous allez avoir un abattement de 50% pour la prestation de service, 70% pour les ventes de marchandises, qui va s'appliquer sur votre chiffre d'affaires. Mais on prend votre chiffre d'affaires, on applique l'abattement et on vous impose. Alors qu'au régime réel, vous allez avoir votre chiffre d'affaires, vous allez mettre toutes vos charges et ensuite, vous allez payer l'impôt sur le bénéfice. C'est là la grande différence. Donc, c'est pareil. Si vous êtes au régime micro une année, vous passez une grosse charge, et l'année d'après, vous ne pouvez évidemment pas l'imputer sur vos grosses charges. Hein. Ça, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on appelle l'indépendance des exercices. Ensuite, sur le micro-franchise de TVA, est-ce qu'on peut déduire la TVA de nos dépenses professionnelles? Alors, lorsque vous êtes en franchise de TVA, vous ne pouvez pas déduire, c'est ce que je viens de dire, puisque vous êtes en franchise article 193B, vous n'êtes pas assujetti TVA, donc vous n'avez rien à déduire et pas de possibilité de déduire quoi que ce soit en termes de TVA. Alors, je reprends maintenant, si vous voulez, la partie donc optimisation fiscale de la micro-entreprise, puisque c'est possible. Alors, souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est possible. Et ça passe déjà par ce qu'on appelle le PER. Alors, pourquoi? Parce que le PER, c'est le plan épargne retraite qui vous permet… Alors, attendez, je viendrai ensuite sur la micro-entreprise. Je crois qu'il y a un problème dans la présentation. Le PER, c'est un régime donc, qui vous permet, donc c'est en fait un espèce de plan d'épargne qui vous permet de mettre de l'argent dessus. Et l'argent que vous allez mettre dessus, vous pouvez le déduire de votre revenu de l'année en cours. Ça veut dire que quand on est micro-entreprise, on a la possibilité, alors c'est plafonné, c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez le passer en déduction, donc vous mettez sur le plan d'épargne retraite individuel, et ensuite vous pouvez déduire ces sommes-là de votre revenu imposable de l'année. Alors évidemment, ça a un impact, ça veut dire que l'année d'après, ou à la fin de votre PER, lorsque vous allez récupérer les sommes à la retraite, puisque c'est à la retraite le seuil de déclenchement, ou alors quand vous voulez faire construire une maison, voilà, il y a des cas d'exonération, il y a des cas où vous pouvez récupérer l'argent du PER. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation de payer l'impôt sur le revenu, alors que ce soit l'impôt, alors il y a différents types d'impôts qu'on peut payer, hein, ça dépend vraiment de
la typologie de revenus qu'il y a dans le PER. Est-ce que c'est des revenus capitaux? Donc, est-ce que c'est des plus-values qu'on a fait? Est-ce que c'est des revenus type d'intérêt où là, pareil, une imposition particulière? Mais en tout cas, on est imposé à la sortie. Si vous décidez de verser dans le PER sans être imposé, donc en disant je ne vais pas déduire les sommes que je mets dans le PER, là, vous ne serez pas imposé à la sortie. C'est un mécanisme assez simple, hein. Imposé à l'entrée, non imposé à la sortie, non imposé à l'entrée, imposé à la sortie. Voilà. Et ça, c'est un sujet très intéressant. J'y reviendrai après. Ensuite, donc, sur le bon moment pour quitter la micro-entreprise, c'est un petit peu dans la suite de la partie TVA. Le vrai seuil, il n'en existe pas réellement. Ça veut dire que, en fait, ça dépend de votre activité principalement. En général, on dit que quand vous commencez à faire 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est intéressant de passer en société. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un seuil de charge sociale qui ne va pas être délirant par rapport à ce que vous payez en micro-entreprise, et parce que votre URL, par exemple, va vous permettre aussi d'avoir des possibilités de croissance bien plus importantes qu'en micro-entreprise. Par exemple, recruter. Par exemple, personne morale, qui est votre URL ou votre SASU. Par exemple, protéger votre patrimoine par notamment la séparation entre le patrimoine propre de la personnalité morale et votre patrimoine propre en tant que personne physique. Et donc, vous pouvez engager le patrimoine de la personne morale sans engager le vôtre. Évidemment, il y a aussi quelques sujets parfois qui sont un peu compliqués. C'est-à-dire que si on passe en URL soumise à l'IS, donc à l'impôt sur la société, vous avez deux grands types de sociétés. Vous avez la société soumise à l'IR, donc l'impôt sur le revenu. Ça ne change pas de ce que vous avez aujourd'hui, en gros. Hein. En fait, vous êtes imposé, vous, pour le compte de votre société. C'est ce qu'on appelle la transparence fiscale. Et vous avez de l'autre côté la société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et donc là, c'est un impôt forfaitaire de 15% jusqu'à 42 500 euros, puis on passe à 25% en termes de taux d'imposition. Et ensuite, l'argent reste dans la société. Si vous voulez le sortir, vous devez payer la flat tax. Mais, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, vous pouvez structurer votre groupe et votre société via la mise en place d'une holding ou d'autres filiales et en fait d'un groupe de sociétés dans lequel vous allez faire circuler la trésorerie. Vous n'allez pas forcément sortir l'argent de votre groupe et finalement pouvoir réinvestir comme vous le voulez, tout en vous rémunérant via des régimes TNS, notamment quand on a un dirigeant ou gérant d'une SARL ou dirigeant d'une SAS. SAS, on se verse un salaire. SARL, on se verse une rémunération, ce n'est pas le même régime fiscal. Mais en tout cas, vous allez avoir une somme de possibilités très importante. Et ça, je pense qu'effectivement, et on l'a prouvé, il y a des mécanismes de calcul, tout simplement, que c'est intéressant à partir de 50, 60 000. Ça, c'est plus pour les prestats de services, et 70, 80, 90 quand on est sur la vente de marchandises ou vente de produits au plus généralement. Donc là, attention à ça, à bien savoir auquel moment vous allez pouvoir passer en société. Concrètement, si vous êtes prestat de service, moi, je vous conseille, dès que vous êtes à 50 000 euros, de poser la question. Parce que finalement, là, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut réinvestir ou pas? Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire avec votre argent. Est-ce que vous voulez investir ou pas? Est-ce que vous voulez dépenser? Chacun a des visions très particulières et très individuelles, finalement, de la gestion de l'argent. En tout cas, dès lors qu'on passe ce cap-là, je pense qu'il faut se poser la question et se dire, OK, est-ce que là, c'est intéressant pour moi de créer une société et ensuite de développer mon patrimoine via mes sociétés? Ensuite, la grosse distinction avec le portage salarial. Alors ça, moi, je ne vous cache pas que le portage salarial, je trouve que c'est une solution qui est extrêmement intéressante pour les gens qui débutent dans l'entrepreneuriat parce que finalement, on a les mêmes avantages qu'un salarié, sauf que, on a la charge d'aller chercher les clients. Et c'est ça, je crois, le métier d'entrepreneur, c'est de chercher les clients. Vous voyez, nous, en tant qu'avocat, évidemment, on est des entrepreneurs, on doit aller chercher des clients. Et c'est vrai que c'est toujours le sujet le plus touchy, le plus compliqué. C'est pas forcément de faire les choses, mais c'est vraiment d'aller chercher les clients. Et donc, le portage salarial, c'est intéressant pour ça. C'est que vous avez la sécurité du salariat dans le sens où vous avez des bulletins de paie, vous avez une protection sociale complète comme un salarié, hein, et vous avez finalement une charge administrative qui est très faible, mais par contre, vous avez tout le temps de vous concentrer sur aller chercher les clients et faire les missions, et c'est là que c'est intéressant. Fiscalement parlant, il n'y a pas de matière particulière et d'éléments particuliers à donner, simplement je pense, et à mon sens, et au sens aussi quand même de la plupart des personnes avec qui je peux échanger, le portage salarial, c'est intéressant quand on se lance. Quand on se lance de salarié à rien du tout, c'est pas mal parce que vous pouvez avoir des fiches de paye, donc emprunter. Vous pouvez aller chercher aussi plus facilement des appartements. Enfin, c'est bête, mais c'est les choses très pratiques de la vie qu'il faut avoir en tête avant de penser fiscalité. Il faut penser à se loger. Donc effectivement, le portage salarial, ça a ce gros avantage-là de vous permettre d'avoir la sécurité du salariat et la responsabilité quand même d'un entrepreneur. Ensuite, l'intermédiaire, c'est la micro-entreprise.
effectivement. On peut directement passer en société si jamais on a suffisamment de CA, suffisamment de perspectives et d'évolution. Sinon, on reste en micro. Et puis ensuite, on passe donc en société, comme je vous l'ai dit, pour l'indépendance qu'on a par rapport au portage salarial. Alors, le portage salarial, attention, on est indépendant. L'entreprise ne vous donne rien, elle ne vous donne pas de clients, elle ne vous apporte pas d'aide particulière sur ça. Par contre, elle vous apporte l'aide sur, en gros, la partie administrative, et elle vous facture des frais de gestion administrative de 5 à 10%, ça dépend des organismes, ça peut être plus, ça peut être moins, pour justement vous faire les fiches de paye et payer toutes les cotises qu'il faut, etc., etc. Mais évidemment, vous devez encore une fois aller chercher de l'argent. En création de société, quand vous avez votre boîte, c'est plus le cas. On ne vous aide pas, vous devez tout gérer. Néanmoins, si vous développez votre activité, vous avez la moyen de pouvoir optimiser fiscalement votre structure et c'est ça qui est intéressant. J'y viens tout de suite. La société, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de mettre en place une holding. Alors la holding, on entend à Monts et Parvaux sur LinkedIn et sur d'autres supports. La holding, ça ne se prête pas à tout le monde. La holding, ça se prête quand on a une idée d'investissement. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a de l'argent dans sa société, on fait un bénéfice dans la société. Par exemple, je ne sais pas, on va l'appeler création de société. C'est la société. On va avoir une holding qui va s'appeler portage salarial. Eh bien, la création de société va pouvoir nous faire remonter son bénéfice en quasi-franchise d'impôt, puisqu'on ne va pas payer de flat tax, on va payer que 5%. Alors, une quote-part de frais et charges de 5% qui va être payée par la holding portage salarial. Ça veut dire que la société holding, elle va payer 1,25% d'impôt sur ce qui est remonté de la société en bas, opérationnel. L'opérationnel, elle va payer l'impôt sur la société, qui peut être de 15% si on est en dessous de 42 500 euros de bénéfice, et de 25% quand on est au-delà. Sachant que même là, dans l'opérationnel, on peut optimiser la fiscalité. Pourquoi? Parce que dans la société, on va déduire toutes les charges qu'on peut mettre à la charge d'une société. C'est pas tout, évidemment, mais on peut déduire une partie de son loyer si jamais on travaille depuis chez soi. Attention, ça peut être risqué, mais en tout cas, si on le fait bien, ça fait une charge très intéressante. Et puis, en plus, on transfère de la charge à sa boîte et donc on ne paye plus en perso. Deuxièmement, on va optimiser tous nos déplacements, toutes nos charges de restauration, etc. Tout ça, on peut le passer sur la société, toujours en étant corporate et surtout compliance avec les règles fiscales. Mais la règle fiscale, c'est d'engager la dépense dans l'intérêt de la société. Cet intérêt-là, on peut l'apprécier de façon assez large comme assez restreinte. Ça dépend de sa vision et du coût du risque qu'on peut mettre en œuvre. Mais en tous les cas, dès que vous allez au restaurant avec des partenaires, dès que vous allez vous déplacer chez des clients, etc., tout passe en charge. Ça veut dire que vous allez payer beaucoup moins de votre poche, donc moins vous rémunérer. Et ça, c'est quand même pas mal parce que finalement, on peut avoir plus d'argent dans la société, moins de charges à payer, de charges fiscales, et réinvestir plus avec la holding. Parce qu'une fois qu'on a mis l'argent dans la holding, l'intérêt, c'est bien entendu de pouvoir réinvestir cet argent-là dans d'autres sociétés, par la création de SCI, par exemple, pour l'immobilier, par la création de filiales pour d'autres activités, et donc finalement, avoir un groupe de sociétés qui se serrent entre eux. C'est-à-dire que toutes les sociétés vont se servir entre elles et l'argent va rester globalement dans le même groupe. C'est ce qu'on appelle finalement les poches, les différentes poches des mêmes pantalons. Et ça, c'est ce que je trouve très intéressant avec la société et que vous n'aurez jamais en partage salarial ou en micro-entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que c'est assez intéressant. Voilà, là, pour le coup, je vous présente ça de façon très large et de façon très j'ai envie de dire high level, parce qu'on ne peut pas aller trop dans le détail dans la mesure où chacun a des situations un peu différentes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc là, pour récapituler un petit peu sur les différents statuts, vous avez donc d'un côté l'URL, la SASU et la micro. Alors, on ne voit pas sur le graphe, mais globalement, vous avez l'URL qui est ici. Vous avez ici la SASU et ici, et donc le portage. L'URL, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Micro, URL SASU. Donc, on voit que la micro, évidemment, c'est un statut qui est extrêmement facile parce qu'il n'y a quasiment rien à gérer. On a très peu de comptabilité à faire, voire pas du tout sur nos micro-entreprise, micro-fiscale, je parle, et pas au réel. Donc, c'est extrêmement simple. L'URL, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a ce qu'on appelle les régimes TNS, donc il faut faire des déclarations particulières quand on se rémunère, parce que les règles de gestion d'une URL sont assez complexes, et même les règles de création par rapport à une SASU. Par contre, on a une optimisation qui est pas mal.
Ensuite, sur la partie SASU, là, c'est aussi très simple hein, à mettre en œuvre. Néanmoins, ce qui est compliqué, c'est la création, à bien border les statuts qu'on met en place, parce que souvent, quand on passe par Legal Start et autres, je ne vais pas vous mentir, hein, moi, le premier, j'ai commencé à être entrepreneur, j'avais 19 ans, j'ai eu plein de sociétés avant d'être avocat, et pour le coup, j'ai créé ma première société via Legal Start. Alors après, j'ai compris qu'il ne fallait pas, puisque moi-même, étant avocat aujourd'hui, je sais hein, quelle est la différence et surtout, en fait, la protection qu'on a via des statuts Legal Start des autres, et c'est pas du tout pour faire la pub là, des avocats, mais sincèrement, il y a vraiment un vrai sujet, parce que la SASU, c'est extrêmement libre, donc on fait ce qu'on veut. Donc dès lors qu'on veut s'associer, passer donc en SAS, attention à la génération de statuts comme ça, parce qu'on peut avoir vite des problèmes. Sur la partie optimisation fiscale, eh bien évidemment, la micro, c'est très peu optimisé. Le URL, c'est assez optimisé. Je pense que c'est le plus optimisé que la SASU. Donc là, il y a peut-être un petit sujet. En revanche, la SASU, c'est assez intéressant et très optimisant pour les personnes qui veulent se verser de l'argent en propre. D'accord? Parce qu'on a la flat tax qui effectivement coûte cher, mais finalement, sur des gros montants, ça coûte moins cher que le micro. Et en URL, on est limité en termes de dividendes, donc c'est compliqué. Ensuite, en protection, évidemment, SASU et URL, on est quasi kiff-kiff, hein, parce que URL protège plus ses associés. SASU, ça protège bien, mais encore une fois, si c'est mal rédigé les statuts, eh bien, on peut vite se faire enquiquiner par des associés ou des partenaires plutôt, parce qu'une SASU, c'est unipersonnel. Et enfin, en termes de flexibilité, la SASU est au top pour le coup, puisqu'on fait ce qu'on veut dans les statuts, on met en œuvre tout ce qu'on souhaite. URL, c'est protecteur, assez peu flexible, et la micro, c'est pas du tout flexible. Donc évidemment, le choix, je pense, moi, à titre personnel, si j'étais entrepreneur aujourd'hui, que je me lançais, ce que je ferais, c'est me lancer en URL. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a la sécurité de la société, on a la flexibilité de la société en même temps, et on a également l'optimisation de la rémunération, parce que quand on est en URL, eh bien, on est soumis au régime TNS, qui fait que la rémunération vous coûte beaucoup moins cher que si vous payez une SASU, où là, vous êtes assimilé salarié. Donc là, attention aussi, même si vous faites une holding, vous pouvez mettre une SASU en bas et une SARL ou une EURL en haut. Comme ça, en haut, là, vous avez toujours une structure très optimisée. Ensuite, la partie auto-entreprise, quelles erreurs on peut avoir? Donc là, je reviens un petit peu en arrière hein, sur la partie auto-entreprise. Déjà, bon, je pense que ça, je parle à des entrepreneurs, donc vous savez de quoi je parle. Confondre CA et revenu net, évidemment, il y a une différence énorme. Là, je vais pas m'attarder là-dessus, ça sert à rien. Mais attention, évidemment, à ne pas confondre le CA et le revenu. Hein. Ça, j'ai, pour vous dire, un confrère qui n'est pas du tout fiscaliste, lui, il est avocat en droit pénal en l'occurrence, et lui n'y connaît rien en fiscalité. Il a dépensé toute sa rétrocession honoraire, puisque dans les cabinets c'est comme ça que ça marche. Vous avez une rétrocession honoraire, eh bien il a dépensé l'intégralité sans penser aux charges. Donc il a pris son CA, il a dépensé, et puis il n'a pas pensé aux charges qu'il devait payer. Sauf que là, eh bien, il se retrouve avec 40 000 € de charges à payer, donc forcément, ça va lui faire bizarre. Donc attention à ça. Ensuite, la TVA, eh bien, comme je vous l'ai dit, pilotez bien votre TVA. La CFE, alors ça c'est important, hein, en plus c'est maintenant hein, qu'on la paye, c'était au 15. Donc pensez bien à déclarer votre CFE, à la payer également, parce que sinon vous allez avoir des problématiques de pénalité de retard, hein, ça fait mal. Et enfin, évidemment, pensez aussi à profiter de l'exonération que vous avez de CFE la première année d'activité, et aussi on peut l'avoir sur d'autres années si on répond aux conditions évidemment qui sont mises en place par le CI. Ensuite, l'absence de protection sociale. Et oui, pensez bien que si vous n'avez pas de prévoyance, si vous n'avez pas de mutuelle, vous n'êtes pas protégé. Donc, ça veut dire que si vous avez un problème demain, vous vous cassez la jambe, vous ne pouvez plus travailler, ou vous cassez le poignet, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous tapez beaucoup à l'ordinateur, vous ne pouvez plus gagner d'argent. Donc, attention à ça. Pensez bien à vous protéger. Ensuite, évidemment, mélange compte pro perso, hein, ça revient un peu au point numéro 1. Donc là, évidemment, ayez deux comptes. Hein, vous pouvez passer par des solutions comme Indie, etc., qui font des comptes gratuits aujourd'hui, et vous pouvez mieux gérer comme ça votre comptabilité, en tout cas, de votre micro. Et ensuite, ne pas rester trop longtemps en micro, parce que finalement, il y en a qui décident de reporter des facturations, etc., pour profiter du micro. Finalement, des fois, passer en société, c'est beaucoup plus intéressant pour scaler son business et augmenter son activité, finalement, parce que, évidemment, des constructions, en général, on atteint des montants et surtout des courbes de croissance qui sont bien plus intéressantes. Ensuite, j'aimerais juste revenir sur la partie optimisation.
Et après, je vous laisserai me poser des questions. Bah, on aura fait 40 minutes. Je suis désolé, je suis allé vite parce que c'est un sujet qui est très dense. J'ai essayé de faire les choses assez, assez complètes, mais quand même en étant assez rapide. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, sur la partie optimisation, je ne sais pas où est passée ma slide. J'avais une slide, je ne sais pas où elle est. Je suis désolé, je crois qu'il y a un petit problème sur mon PowerPoint, donc c'est pas grave. Sur la partie donc optimisation, vous avez 4 gros leviers quand on est en micro-entreprise, sans forcément passer en société. Vous avez déjà le passage au réel. Alors, un peu comme la TVA, quand on passe au réel, ça veut dire qu'on va pouvoir déduire les charges qu'on va avoir sur notre société. Donc, au lieu, d'avoir notre chiffre d'affaires, l'abattement de 50% en prestat de service et être imposé là-dessus, vous allez avoir, et c'est ça qui est très intéressant, la possibilité de déduire toutes vos charges, y compris une partie de votre loyer. Ça veut dire que si vous travaillez depuis chez vous, évidemment, vous allez pouvoir déduire une partie de votre loyer. Alors, ça pourra être des pièces, évidemment. Si vous avez un studio, bon, c'est compliqué. Si vous avez, par exemple, un bureau ou une chambre, voilà, vous pouvez dire, je vais prendre 30%, 40% de la surface de mon appartement, prendre 40% du loyer et donc le faire payer par la micro-entreprise. Donc là, c'est le même compte, simplement, vous allez vous rembourser sur votre compte perso via votre micro-entreprise du montant du loyer. Et donc, passer ça en charge, et c'est extrêmement intéressant parce que ça fait quand même une jolie charge, surtout à Paris. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, comme vous l'avez dit, de faire du PER. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est l'une des meilleures méthodes aujourd'hui pour réduire la partie imposition de votre micro. Ensuite, vous allez évidemment avoir, et ça, encore une fois, on n'y pense jamais, mais alors jamais, la possibilité de cumuler donc, le réel et la TVA pour justement réduire au maximum votre charge fiscale de votre micro-entreprise. Pourquoi? Parce que si vous êtes assujetti à la TVA, vous n'êtes plus au régime refus en base, vous avez dépassé le seuil que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais vous remettre ici, donc de 37 500 € en franchise pour le service en N-1 et en N, 41 250. Donc là, vous êtes soumis à TVA, vous êtes également au régime réel de la micro, vous n'êtes plus en micro-entreprise, vous êtes en entreprise individuelle. À ce moment-là, vous allez pouvoir déduire donc la TVA, les 20%, et ensuite déduire au réel l'ensemble de vos charges. Ce qui fait que finalement, et c'est là où c'est important, prenez un tableur Excel, mettez dedans toutes les charges que vous pouvez avoir, y compris celles que vous allez acheter auprès d'autres personnes pour justement pouvoir déduire la TVA, et vous serez en mesure ensuite d'avoir la capacité finalement d'optimisation de votre micro-entreprise qui peut ne passer quasiment que par là. Parce que optimiser une micro-entreprise par d'autres façons que le PER et jouer avec les régimes d'imposition, c'est pas possible. Et ensuite, quand vous faites ce global avec PER, régime réel et franchise en base, donc régime réel, vous allez pouvoir piloter l'intégralité et savoir combien verser sur votre PER pour justement ne pas payer d'impôts ou ne quasiment pas payer d'impôts. N'oubliez pas également le régime directement du prélèvement libératoire qui vous permet de payer qu'1% d'impôt. Après ça, j'en parle jamais parce qu'en réalité, ça s'applique à peu de gens, mais ça peut être intéressant au début. Et ensuite, dès lors que vous avez passé ces étapes-là et ces optimisations et que c'est plus suffisant, passez en société. Le portage salarial, pour moi, laissez-le de côté quand vous vous lancez, mais après, ne restez pas en portage salarial parce que vous êtes dépendant quand même, mine de rien, d'une entreprise et vous n'avez pas forcément la liberté que vous pourriez avoir en tant qu'entrepreneur normal et surtout les optimisations, vous ne les avez pas, que vous auriez en société. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour. Globalement, pour synthétiser, micro-entreprise, c'est bien pour se lancer comme le portage salarial. Après, structurez-vous une société, commencez avec une société et ensuite structurez une holding peut-être. Parce que la holding, ça peut être intéressant si vous voulez investir. Si vous ne voulez pas investir, restez en URL, admettons, puisque à l'IR, vous aurez les mêmes impositions quasiment qu'une micro-entreprise, enfin qu'une entreprise individuelle. Et ensuite, si vous voulez vraiment capitaliser, que vous voulez faire de l'effet de levier, passez en SAS et là, vous aurez un effet fiscal qui sera juste démesuré. Voilà. Je vous laisse me poser les questions que vous avez. Je vais aller dans la section questions et réponses. Et comme ça, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, combien de CA par mois le portage salarial est utile? Écoutez, donc ça, c'est une question de Faustine. Le portage salarial, pour moi, il est plutôt inutile à partir d'un seuil d'à peu près, je dirais, 2 000 – 3 000 € par mois, puisque finalement, après, vous pouvez gagner plus qu'en étant un portage salarial. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les montants de rémunération minimum à avoir en portage salarial. Je crois que le montant minimum est 2 400 €. Il me semble que c'est un montant dans ces eaux-là. Donc, pour le coup, je pense qu'à partir de 4 5 000 € par mois, le portage salarial n'est plus utile. Par contre, il est en dessous pour justement avoir cette idée de protection sociale.
Albin, la question de l'EI à l'IS, alors pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce qu'une EI, ça reste une entreprise individuelle. Alors oui, il faut savoir qu'il y a quand même une protection patrimoniale parce qu'on a 2 patrimoines séparés dans une même personne, donc c'est quand même moyennement sécurisé. Donc pour moi, autant passer en EURL à l'IS, vous aurez exactement la même imposition, mais vous aurez la protection patrimoniale d'une personne morale, donc c'est pour moi bien mieux. Ensuite, concernant le contrat en prestat de service, avertissement, erreur, bonne pratique. Alors, en prestat de service, effectivement, là, j'ai un énorme lot de conseils à vous donner. Déjà, commencez toujours par vous assurer de la partie recouvrement. Parce que c'est bien mignon de pouvoir mettre en œuvre les bonnes solutions, de répondre à la demande des clients, etc. Donc, de mettre dans les contrats, on va faire ça. Mais aussi, prévoyez toujours ce qui n'est pas prévu, justement. C'est-à-dire, par exemple, demain, votre client, il ferme, qu'est-ce qui se passe? Demain, votre client, il part à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Demain, votre client, il ne vous paye pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que la mise en demeure, en général, ça ne marche pas très bien. Donc là, pensez à prévoir, par exemple, c'est tout bête, mais une astreinte. La personne ne vous paye pas, il y a une astreinte de 30 € par jour. Croyez-moi qu'elle va vite payer. Pareil, dans le contrat, vous prévoyez que l'astreinte démarre au jour d'échéance de la facture et non pas au jour où vous avez, par exemple, fait la mise en demeure. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait le contrat, on n'est pas payé. On fait mise en demeure. 30 jours après, on peut faire une demande en justice, donc une injonction de payer, ou alors on peut aller faire même une assignation en paiement, etc., etc. Sauf que pendant tout ce temps, on n'a rien. Là, avec la solution de l'astreinte, on a 30 € par jour ou 40 ou 50. Voilà, ça peut être des montants après aberrants. Attention, parce que le juge peut quand même vous réduire le montant à la fin. Mais si vous avez 30 € par jour, je vous garantis que votre client, il ne va pas vous faire attendre 15 ans. D'accord? Et surtout, évidemment, le dernier sujet, c'est ayez un contrat. Puisque ça, moi, ça m'est arrivé avec 4-5 clients qui, justement, n'avaient pas de contrat. Voilà, si vous n'avez pas de contrat, c'est très compliqué de défendre votre créance. Donc, ayez toujours un contrat avec vous pour justement être capable de défendre l'existence de votre prestation et pouvoir ensuite engager ce qu'on appelle une injonction de paiement qui vous permet l'injonction de payer, d'obtenir paiement de votre créance extrêmement rapidement. En 2-3 semaines, on peut avoir le paiement de la créance sur des montants qui sont évidemment variable, ça peut être 1 000 € à 10 000 €, il n'y a pas de sujet. Et également, et ça c'est important, pas besoin de passer par une procédure longue qui est l'assignation en paiement, puisque là simplement c'est une procédure dite en requête. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est bien plus intéressant. Ensuite, est-ce grave d'avoir 2 activités sous une même auto-entreprise? Question de Dimitri. Alors, vous pouvez, il n'y a pas de sujet, on peut le faire simplement quand on n'est pas au même régime fiscaux. Si vous avez par exemple d'un côté une activité de prestat de service et l'autre de vente de marchandises, c'est très compliqué. Ça rejoint la question tout à l'heure de votre personne qui a posé la question par rapport à la TVA. Il faut arriver à bien dissocier et prouver à l'administration qu'il y a bien 2 activités différentes. Ça passe déjà par 2 établissements, hyper important, mais c'est quand même une question de preuve qui est compliquée, mais on peut le faire. Tout à fait, on a le droit de le faire. La charge de loyer quand on est propriétaire, eh bien écoutez, c'est simple. Lorsqu'on est question d'Audrey, lorsqu'on est propriétaire et qu'on verse un loyer, qu'on veut se verser un loyer à l'auto-entreprise, on peut le faire aussi. Il suffit qu'en fait, vous, en tant que propriétaire, vous facturiez un loyer à votre micro-entreprise. En revanche, attention, si vous louez en nu, parce qu'en fait, votre bureau, vous dites que vous louez nu à votre auto-entreprise, vous serez imposé au revenu foncier. Si par contre, vous louez en meublé, vous serez imposé en catégorie BIC. Donc, ça va augmenter la base imposable. Donc, attention, parce qu'en fait, c'est une charge d'un côté, mais un produit de l'autre. Donc, quand on est propriétaire, ça n'a pas d'intérêt réel, puisqu'in fine, vous déduisez quasiment rien. Voilà. Ensuite, la zone tampon par rapport à la TVA. Alors là, je ne comprends pas trop la question, Léa, si vous pouvez reformuler. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est la différence entre le seuil majoré et le seuil normal. Je vous laisse me poser la question. Lina, optimisation micro un peu rapide, oui, je comprends. Pourrait revenir là-dessus, bien sûr. Alors, Lina, en micro-entreprise, vous avez globalement 3 possibilités pour optimiser. Vous avez d'une part le passage au réel qui vous permet de déduire le maximum de charges. Ça, c'est classique, il n'y a rien d'extraordinaire. Au lieu d'être au micro, vous passez au réel, donc vous allez déduire vos charges. Deuxièmement, c'est évidemment être assujetti TVA. Comme ça, vous pourrez déduire toutes les coûts que vous aurez en termes d'achat, vous pourrez déduire la TVA. Attention, si vous êtes, vous travaillez avec des particuliers, vous allez augmenter le prix de vos prestations, donc ça, il faut quand même regarder avant.
En tout cas, pour le réel, au niveau de l'IR, il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous pouvez ouvrir un PER individuel, qui lui est très intéressant pour justement abaisser votre niveau d'imposition, puisque ce que vous allez mettre sur le PER, qui est pour plus tard, hein, qui est pour quand vous serez à la retraite, ou quand vous voulez acheter une maison, peu importe, eh bien, vous permettre finalement de déduire ça de votre revenu de l'année N. Donc ça, c'est intéressant. Et l'idée, et c'est là où je dis que c'était extrêmement important et on n'y pense jamais, c'est de faire en fait la corrélation des trois. Vous mettez un tableur Excel, vous dites voilà, j'ai tant de chiffre d'affaires, tant de charges, vous listez ça. Ensuite, vous mettez votre PER avec le seuil maximum des 10% de CA ou 4700 et quelques avec 15% du bénéfice. Et ensuite, eh bien, vous allez prendre l'intérêt de ces choses-là, faire plus-moins et regarder ce qui vous reste à la fin. Et ensuite, grâce au PER, vous allez pouvoir ajuster le montant que vous allez verser sur le PER pour justement abaisser au maximum votre niveau d'impôt. Donc, 3 leviers, réel au niveau de l'impôt sur le revenu, réel au niveau, ou simplifié, hein, au niveau de la TVA, PER, et ensuite, avec les deux ici, on réduit votre base imposable avec le réel IR et simplifié TVA, donc sortie de la confusion en base, et troisième, le PER, on vient réguler. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a abaissé le montant du bénéfice, on vient réguler le montant d'imposition. Et c'est ça qui est très intéressant. Ensuite, le PER, donc question d'Eva, je n'ai pas compris pour l'impôt avant ou après. Que faut-il choisir et comment faire pour que ce soit le plus intéressant fiscalement? En fait, ça dépend, Eva, hein, de la façon dont vous allez utiliser. Parce que, encore une fois, si vous gagnez beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est plus intéressant de déduire ça de votre imposition aujourd'hui. Parce qu'en fait, in fine, si vous êtes assujetti au barème progressif quand vous sortirez l'argent à la retraite, il y a 2 points. Hein. Vous avez le point d'entrée de l'argent. Donc là, on est, admettons, en 2025, vous versez de l'argent sur le PER. Et après, vous êtes en 2065 et vous sortez l'argent du PER. Donc là, vous avez une imposition soit à l'entrée, quand vous versez l'argent dessus, vous ne défiscalisez pas, vous ne déduisez pas du résultat imposable. Et donc, à la sortie en 2065, vous ne paierez pas. Ou alors, vous décidez de déduire de votre impôt de l'année les sommes que vous allez, de votre impôt, de votre bénéfice, les sommes que vous allez mettre dans le PER. Et dans ce cas-là, en 2065, quand vous allez sortir pour la retraite, là, vous serez imposé. Sauf que ça aura un impact bien plus important si vous êtes en année N, que vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de bénéfice plutôt. 100 000 euros de bénéfice, ça aura un impact bien plus important d'arriver avec une imposition qui va être réduite que demain, à la retraite, si vous avez 30 000 euros de retraite par an, l'impôt que vous paierez sera très faible. Donc, finalement, défiscaliser, ce n'est pas important. Donc, pour moi, le plus intéressant, c'est quand même de sortir l'argent dans le PER et de défiscaliser à ce moment-là. Une fois qu'on l'a dans le PER et qu'on veut le sortir du PER, là, honnêtement, je pense que payer l'impôt dessus, ce n'est pas forcément dramatique. D'autant que ça dépend aussi dans quoi vous l'avez mis, parce que le PER, on peut le découper en plusieurs allocations. On peut l'allouer sur des différents types de placements et en fonction de la rentabilité du placement, etc., on aura une imposition un peu différente. Donc, encore une fois, ça dépend de aujourd'hui vos revenus et vos revenus demain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous payez beaucoup d'impôts aujourd'hui, défiscalisez aujourd'hui, parce que demain, vous paierez peut-être un peu moins d'impôts. Ensuite, demain, je parle à la retraite. Hein, voilà. Sur l'agence web à 70 000 annuels avec 80% de bénéfices, est-ce que c'est mieux être en micro et investir en perso ou en société SASU avec montage holding pour investissement? Alors Lola, déjà pas une SASU. Voilà, moi je suis très clair là-dessus. Je pense que dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est directement créer une holding. Ça veut dire que ce qu'on fait, on va arrêter votre agence web, on va arrêter le I, on va l'apporter à une société qu'on va constituer. On va constituer pour le coup là une SASU, effectivement. Une SASU qui va permettre donc d'être imposée que sur vos bénéfices. Donc on fait les 80% de 70 000 qui seront vos bénéfices. Vous paierez donc dessus une imposition. On va le faire en direct live, comme ça au moins vous saurez. Je prends ma calculatrice et je vous dis. Donc, admettons qu'on est à 70 000, d'accord? Ça nous fait 56 000 euros de bénéfices, moins 42 500 euros qui est le plafond du taux réduit de l'IS. Donc, on aurait 13 500 euros qui seraient soumis à 25% d'impôt. Ça nous ferait 3 375, plus le taux réduit. Donc, on serait à 9 750 euros d'impôt. Ça voudrait dire qu'in fine, on aurait un montant total de remontée de dividendes qui serait de 56 000 moins 9 750. D'accord? On serait à 46 250. Et ça, on pourrait le faire remonter dans votre holding SARL qui vous permettrait ensuite de réinvestir. Néanmoins, la question que je vous pose, et c'est là où c'est important, c'est que 46 250 euros, donc admettons, si on voit ce qui reste à la fin, ça nous fait 46 250 fois 1,25.
Alors, que je vous dise. Ça nous fait 46 200 euros qui m'ont remonté dans votre holding vraiment en net de net. Mais après, comment vous payez? C'est ça le problème, c'est que c'est bien, si vous voulez, de pouvoir créer une holding et un montage, etc., pour optimiser. Maintenant, il faut aussi savoir comment vous payez vous, parce que si vous payez en TNS, voilà, aujourd'hui, si on veut se verser 2500 euros par mois, ça nous coûte quand même 50 000 euros à l'année. Vous voyez, pour une entreprise en TNS, donc une URL ou une SARL en holding. Donc finalement, vous n'aurez pas d'argent à investir. Vous voyez, donc peut-être qu'il vaut mieux garder votre argent là aujourd'hui en micro, bénéficier de l'abattement de 50%, qui est finalement très intéressant pour vous parce que vous n'avez quasiment pas de charge. Et puis, in fine, réussir quand vous aurez scalé à là mettre en place une holding. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que pour le moment, c'est pas forcément hyper intéressant au vu du montant que vous m'avez annoncé et que j'ai calculé aujourd'hui. Voilà. Ensuite, par rapport à Dimitri, donc est-ce qu'on peut faire deux établissements distincts sous une même adresse en AE? Alors non. Normalement, un établissement, c'est une adresse. Alors, pour le coup, j'ai jamais essayé de faire deux établissements à la même adresse, en toute honnêteté. Donc, il faudrait essayer, voir si le greffe accepte, puisque c'est le registre, le RNE qui le fait, Registre national des entreprises. Mais normalement, il me semble qu'un établissement est égal à une adresse. Néanmoins, vous pouvez passer par une adresse domiciliation. Par exemple, si vous avez deux activités, vous prenez une domiciliation et vous domiciliez le nouvel établissement dans l'adresse domiciliation. Ensuite, Emma, à partir de quand est-ce préférable de passer au réel lorsqu'on va lancer sa micro-entreprise en prestat de service et qu'on n'a pas encore de CA? Eh bien, passer au réel, moi, je pense que c'est au moins la deuxième année quand vraiment vous êtes arrivé finalement eh bien, à un certain montant de chiffre d'affaires, voilà, on va dire 40-50 000 euros, et que vous avez vu que vous avez un montant de charge qui pourrait être intéressant. Et encore une fois, on en revient à notre Excel, on n'y pense jamais, hein, je me répète, mais il faut prendre un tableur Excel, voir quelles sont vos charges que vous pourriez mettre, les charges de restauration, les charges de loyer, comme je vous l'ai dit, les déplacements, etc. Ensuite, voir eh bien, la TVA que vous pouvez déduire et si vous pouvez imputer ou non aux professionnels la TVA. Et ensuite, le PER que vous mettez à côté. Et là, vous allez voir si c'est intéressant pour vous d'être au réel ou au micro. Parce que si vous êtes eh bien, en micro et que c'est plus intéressant, reste au micro. Si vous êtes au réel, par exemple, je prends un exemple type, vous avez, je ne sais pas, on va dire 37 000 euros de chiffre d'affaires, on est juste à la limite, et vous avez des charges de 5 000 euros, bon ben là, je pense que rester au micro, c'est pas mal. Par contre, dès que vous dépassez vous êtes à 40 000, donc on est presque au seuil maximum, au seuil majoré, hein, ce qu'on appelle. Et bien là, peut-être passer au réel, essayer d'augmenter vos charges en vous déplaçant, en passant plus de frais légitimement sur votre micro, et ce sera plus intéressant. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de réponse, encore une fois, évidente à tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est, encore une fois, faire cet Excel et faire le travail de regarder en mi-après-midi, c'est fait, hein, si c'est plus intéressant ou pas pour vous. Parce que par contre, l'impact peut être très important. Audrey, question, en micro-entreprise, est-ce qu'on peut avoir plusieurs établissements? Oui. Je l'ai dit, hein, on peut avoir plusieurs établissements à des adresses normalement différentes. Alors, jamais essayé si on mettait la même adresse, c'était la question de Dimitri. La micro-entreprise, encore une fois, c'est une entreprise individuelle qui peut avoir des établissements dans différents endroits via ce qu'on appelle, encore une fois, des adresses de domiciliation qui sont en fait simplement une personne, une entreprise qui met à disposition des boîtes aux lettres dans lesquelles vous allez pouvoir eh bien, mettre votre société, votre entreprise individuelle, votre établissement, pour simplement avoir une adresse ailleurs que chez vous. Donc, ça vous protège déjà en question, si vous voulez, simple, mais votre vie privée, puisqu'on évite de savoir où vous habitez. Et ensuite, évidemment, ça permet de créer plein d'établissements différents, puisqu'on peut avoir des établissements partout, quoi. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Je regarde. Alors, Albin, effectivement, a posé une question. On ne peut pas faire deux établissements à la même adresse. Je voulais le faire pour un client LMNP qui avait deux biens dans le même immeuble. Alors, voilà. Bah, vous avez votre réponse. C'est le RNE qui a dû refuser. Normalement, effectivement, moi, je l'ai fait. Donc, sinon, vous passez par. Vous êtes tout à fait. Enfin, c'est possible hein, de passer par une domiciliation. Vous avez totalement le droit de le faire. Donc, il n'y a pas de sujet. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je peux évidemment vous répondre avec grand plaisir. Et puis, comme ça, eh bien, écoutez, je pense réintervenir peut-être une prochaine fois et parler d'autres sujets, peut-être plus société cette fois-ci, pour vraiment vous guider dans la structuration d'une société et comment on fait pour mettre en œuvre. Alors, je crois qu'il y a Oran qui veut arriver sur le chat. Avec grand plaisir, merci à vous. Hop.
Bah écoute, merci Julien pour la présentation. Je pense que tu aurais pu en parler pendant des heures en vrai. Oh, moi, Faut que tu fasses des conférences là maintenant. prochaine étape, effectivement, ouais. En tout cas, c'était super intéressant. Je demanderai un petit retour à tout le monde sur les différents groupes pour avoir un, un retour général. Mais je pensais pas que tu allais faire un PowerPoint, donc c'est cool, ça permettait de visualiser un peu les infos. De voir, ouais. Donc, ouais, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à présenter aux personnes aussi sur un produit quelconque que toi tu proposes dans une situation de micro ou de passage en société? Ouais, bah alors pour le coup, moi ce que je peux proposer, c'est un accompagnement qui coûte 1 000 € hors taxe, sur lequel en fait finalement je fournis tous les supports qui permettent de créer une société, de justement comment on crée la société, comment on calcule à quel moment on la crée, comment également on pilote ensuite le résultat des sociétés, etc. Et évidemment de l'accompagnement avec moi. Donc il y a 2 heures d'accompagnement avec moi pour eh bien, savoir à quel moment on met en œuvre ou pas la mise en place de la société. Et ensuite, la personne eh bien, peut le faire quand elle le souhaite. Elle a tous les documents disponibles, tous les contrats aussi à mettre en œuvre pour sécuriser les relations contractuelles avec les clients, etc. Donc voilà, c'est une offre qui est très intéressante, qui coûte que 1 000 € hors taxe pour le coup. Donc j'invite les clients, s'ils le souhaitent, hein, à aller sur mon LinkedIn ou sur mon site pour aller directement prendre rendez-vous et en parler, puisque voilà, si ça peut vous intéresser, en tout cas, je pense que c'est une opportunité intéressante dans la mesure où, voilà, aujourd'hui, la création d'une société, la structuration comme ça, c'est au minimum 3 000 ou 4 000 €. C'est ce que je facture aux clients quand je le fais moi-même. Donc, c'est pour ça que je pense que l'offre ici se destine vraiment bien aux personnes qui sont freelance aujourd'hui et qui veulent optimiser et grossir, quoi. Et je crois que t'as quoi? T'as plus de 100 templates de documents. Je me rappelle Ouais, plus c'est ça. exactement combien t'en as. Exactement, ouais. Il y a 200 modèles d'accès d'avocats, il y a une cinquantaine d'éléments contractuels, donc avec un closier, etc. Il y a des calculateurs automatisés Excel pour justement venir eh bien, calculer automatiquement le résultat fiscal, l'optimisation possible et différents éléments. Et il y a également ensuite, et ça c'est hyper important, donc l'accompagnement 2 heures, et avec des modules aussi, hein, vous savez, une base documentaire de plus de 1000 documents dans lesquels vous avez un cours de fiscalité complet avec notamment comment optimiser les charges déductibles, quelles charges sont déductibles, comment optimiser la fiscalité immobilière, par exemple si on veut investir en immobilier, comment optimiser la fiscalité de société, enfin il y a tout qui est inclus. Donc c'est hyper intéressant parce que en fait c'est toutes mes connaissances globalement que j'ai mis sur des templates pour justement vous permettre d'être autonome et de ne pas avoir besoin de moi ensuite, quoi. C'est vous achetez une fois et vous êtes tranquille quasiment à vie. Alors évidemment la fiscalité est une matière assez mobile, mais en tous les cas les bases restent toujours les mêmes, donc c'est extrêmement intéressant. Ok, tu m'as convaincu. Je vais t'envoyer un message après. Bah, dans tous les cas, je mettrai le lien sur les groupes je crois que je sais pas si le Romain l'avait déjà fait, mais le lien de ton site, en tout cas le lien de ton LinkedIn, et je sais pas si tu préfères qu'on te contacte sur LinkedIn ou sur Insta, si jamais des gens ont des questions Peu importe, moi, s'ils veulent par rapport à ce que ta présentation. ouais, non, non, peu importe, vous pouvez me contacter par Instagram ou par LinkedIn, je suis disponible Ok, et en général assez vite. Voilà. bah, on mettra tous les liens pour les personnes que ça intéresse sur l'offre que tu as présentée juste avant. Et puis, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Il me semble que tu as fait le tour. Bah, on était ravis. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations à digérer pour tout le monde. Ouais, Mais encore une fois, les sujets fiscaux, c'est les plus importants, limite, quand tu es entrepreneur. Enfin, en tout cas, quand tu passes de free à entrepreneur aussi, surtout. Parce que sinon, tu finis par te faire tuer par les impôts ou je ne sais quoi. ouais, c'est ça. Donc, merci encore pour son intervention. Et puis, je pense qu'on a fait le tour du coup. Ça marche. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Merci à tous Ouais, d'avoir merci écouté pour ton temps. et voilà, d'avoir posé des questions. Et puis écoutez, à très vite, j'espère. Ouais, salut Julien, à plus. Et puis, Merci, je au mettrai revoir. toutes les informations sur le groupe. Ça Salut! marche. Merci beaucoup. Ciao.